Yorana Kotaunui, partir étudier ailleurs, découvrir une autre culture, apprendre autrement. Aujourd'hui, on va comprendre concrètement comment fonctionne le programme Erasmus. Avec nous aujourd'hui, Florent Intem, vice-président délégué chargé des affaires européennes à l'Université de la Polynésie française, Yorana. Yorana, Et Tilda Chevouline, gestionnaire des mobilités et relations internationales de l'UPF Yorana. Yarana. Ensemble, on va découvrir le champ des possibles avec Erasmus, étudier et découvrir le monde. C'est dans Manava, votre émission Info Service. Le programme Erasmus existe depuis 1987 et ces 10 dernières années, plus de 14 000 personnes originaires des Outre-mer sont parties se former dans des pays de l'Union européenne. Et d'après de nombreux retours et des études, les étudiants Erasmus ont un taux d'insertion professionnelle plus élevé et développent davantage de compétences linguistiques, ce qui est normal, interculturelles, aujourd'hui très recherchées sur le marché. Qu'en est-il réellement et surtout qu'est-ce que le programme Erasmus en détail dans son ensemble? On voit ça déjà avec toi Florent, on a très certainement déjà entendu parler du programme Erasmus, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est réellement au-delà du simple échange universitaire? alors il s'agit d'un programme de mobilité qui permet à des étudiants, mais aussi à des membres du personnel, qu'il s'agisse du personnel administratif ou enseignant, d'effectuer ce que l'on appelle donc des mobilités en échange. L'établissement dont nous sommes issus avec Tilda, l'Université de la Polynésie française, reçoit bien évidemment des étudiants et des membres du personnel d'autres établissements européens. Et voilà en quoi donc consiste ce programme. C'est une véritable opportunité pour les étudiants, mais également, j'insiste, pour les membres du personnel, puisque c'est moins connu, mais il y a vraiment cette logique, cette dynamique d'échange à ces deux niveaux. Et ce qui est bien, c'est que voilà, le terme finalement, l'échange universitaire porte bien son nom. Bon, là, on va parler plutôt Erasmus, hein, donnant les bons termes, mais on parle de mobilité. Alors, je me tourne vers toi, Tilda. Quel type de mobilité sont accessibles aux étudiants ou au personnel administratif? Est-ce que ce sont plus des études, des stages, des séjours courts, des séjours longs? Qu'en est-il? Donc à l'heure actuelle, à l'UPF, donc on a pour les étudiants des mobilités plutôt de séjour long, donc de 2 mois à 10 mois maximum dans un cycle. Après, ça peut être donc pour des mobilités d'études, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle un échange, donc 1 ou 2 semestres dans une université partenaire européenne et des mobilités de stage dans l'Union européenne aussi. Et ça, par contre, c'est ouvert à toute l'Union européenne. Il n'y a pas d'obligation que les étudiants aillent dans nos universités partenaires. Au contraire, ils vont aller à Malte, dans un hôtel, aller en Belgique, dans une boîte d'événementiel. Donc, ça, c'est extrêmement varié et ça permet donc aux étudiants de peaufiner leur projet professionnel aussi en allant vers une entreprise ou un organisme qui leur convient le mieux. Qu'on se rende bien compte, hein, on parle vraiment de l'Union européenne, donc d'un territoire qui est presque aussi grand, plus grand même que la Polynésie française, mais avec beaucoup plus d'opportunités, bien sûr, ce qui est normal. Mais c'est la raison pour laquelle Erasmus, Florent, est considéré comme un outil important de l'enseignement supérieur, parce que justement, il y a ce partenariat avec l'Union européenne. Bien entendu, cela ouvre différents horizons à nos étudiants. On peut évoquer, j'ai connu personnellement des cas assez inspirants d'étudiantes, d'étudiants originaires des îles, par exemple, qui ont l'opportunité ainsi d'effectuer un semestre dans une université européenne. Cela constitue pour ces personnes et pour tout le monde en général une étape importante, parfois un moment clé, une étape charnière dans une carrière en matière de développement personnel et aussi bien entendu sur le plan des carrières. Justement, parlons de ces étudiants qui pourraient éventuellement partir avec ce programme Erasmus+. À partir de quel niveau finalement, Tilda, est-ce que c'est accessible aux Polynésiens? À quel moment est-ce qu'ils peuvent envisager une mobilité Erasmus? En fait, ils peuvent déjà l'envisager à partir de la première année, en termes de préparation. Par contre, physiquement, ils ne pourront partir qu'à partir de la 2e année, D'accord. donc ce qu'on appelle le semestre 2.
mais il faudra postuler en première année déjà. D'accord. Et donc, ils peuvent partir donc du semestre une année, donc ça fait le semestre 2 ou le semestre 3 ou le semestre... pardon, Semestre 3, semestre ou 4, 3 je veux et dire. 4 ou Mhm. le semestre 5 et 6. Et c'est possible aussi au niveau master, donc à partir du semestre 8. D'accord. Donc, Ah, c'est ce qui est pas plus mal, puisque finalement, on a plus ou moins un an de préparation, si je comprends bien, pour partir l'année d'après. C'est un petit peu ça. En fait, la préparation, elle est nécessaire. Pourquoi? Pour que déjà, il y ait la maturité du projet, Mhm. mais aussi parce que nous, en amont, au niveau administratif, on doit nominer les étudiants. Donc, il faut informer aussi nos collègues de l'université partenaire qu'on envoie des étudiants et que eux aussi puissent de leur côté aider nos étudiants à faire l'admission en fait dans l'université partenaire. C'est important de pouvoir le préciser, puisque au moins, ça nous permet de bien remettre les choses dans leur contexte, de bien préciser aux étudiants qu'on ne part pas sur un coup de tête. Vraiment, on prépare tout le projet comme il faut. Donc, c'est une véritable opportunité d'être intégré finalement à ce programme Erasmus+, Florent. Oui, et pour revenir juste sur le point précédent, bon, je précise au passage, je rappelle que les 3 années de licence sont réparties, sont divisées, subdivisées en 6 semestres. Donc, on a la L1, L2, L3, licence première, deuxième et troisième année. Chaque année est divisée en 2 semestres. Donc, il est vrai qu'au niveau de la première année, il vaut mieux prendre le temps de se familiariser avec le monde universitaire et les mobilités sont observées en général à partir du S4 même, c'est-à-dire la deuxième année. La deuxième année, c'est le S3, le S4, semestre 3 et 4. Et en fait, majoritairement, c'est même plutôt en troisième année, au S5, S6. Il arrive que les étudiants se déplacent au S4 et le projet d'étude fait l'objet d'une évaluation par les responsables pédagogiques. Je suis d'ailleurs également responsable pédagogique de la troisième année d'anglais. Donc, nous examinons, ou j'examine pour mon année, le projet présenté par l'étudiant. On essaie de prévoir d'établir des correspondances avec les exigences de l'université de la Polynésie française, de faire en sorte que l'étudiant, effectivement, ne parte pas à l'aveuglette, bien entendu, qu'il y ait un projet d'étude et un projet personnel mûrement réfléchi. On parlait avec Tilda de maturité. Donc, encore une fois, on revient là-dessus, la maturité du projet, du départ. Mais il y a d'autres capacités qui sont mises en valeur, qui sont améliorées, qui sont recherchées. Alors, cela fonctionne un petit peu dans les deux sens. Bien évidemment, et je parle encore de ce que je connais un peu mieux, pour, par exemple, la formation en langue, littérature et civilisation étrangère régionale, parcours anglais, c'est-à-dire la formation anglais, ou même en anglais LEA, langues étrangères appliquées, pour tout ce qui concerne le domaine international, les masters etc. Il y a de toute évidence quelques prédispositions, si je puis dire, mais la langue n'est absolument pas une barrière, tout dépend de l'université d'accueil, tout dépend du milieu dans lequel l'étudiante ou l'étudiant sera appelé à évoluer. C'était justement ma prochaine question. Pour toi, Tilda, les compétences linguistiques, est-ce que c'est un frein réel ou un élément qui se travaille avant le départ, ou au contraire, on peut apprendre même pendant finalement le séjour? En principe, les universités partenaires européennes ne sont pas exigeantes sur le niveau de langue. D'accord. Donc, elles n'exigent pas, comme les universités anglo-saxonnes, qu'il y ait un niveau minimum B1 ou B2 européen. Mais bon, on conseille quand même de pouvoir suivre parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait un échec. Bien sûr. Par contre, Erasmus fournit ce qu'ils appellent donc EU Academy. C'est en fait des cours de langue qui sont gratuits, hein, qui peuvent même être utilisés par toi. C'est pas que pour les étudiants. N'importe qui peut s'inscrire en fait à EU Academy. Ça te permet de savoir déjà quel est ton niveau de langue et ça va être pour toutes les langues. L'anglais, le slave, l'espagnol, toutes les langues slave, toutes les langues européennes sont dedans pour justement encourager les étudiants à apprendre d'autres langues. Après l'Université de la Polynésie française, tous nos cours sont en anglais au niveau des universités partenaires. Sauf en Espagne où ce sera en espagnol. Mais sinon, toutes les universités partenaires avec lesquelles on a signé des accords, les cours sont en anglais. Donc, il n'y a pas d'obligation pour nos étudiants, par exemple, s'ils veulent aller en Hongrie, d'apprendre le hongrois. S'ils ont envie, bien sûr, qu'ils pourront le faire en tant que débutants, mais les cours
principaux. Je ne dis pas, par exemple, la linguistique, elle ne sera pas en hongrois, elle sera en anglais. C'était justement la prochaine question que j'avais, puisque bon, pour l'anglais, on s'en doute bien, et puis même de toute façon, on connaît tous une petite base d'anglais au minimum, surtout quand on est à l'université. Mais c'était pour des pays, comme tu viens de le dire, d'apprendre le hongrois, le slave, par exemple. Donc, on peut rappeler les pays, les universités auxquels les étudiants pourraient accéder, et puis surtout, est-ce qu'il y a des endroits vers lesquels les étudiants partent le plus souvent aujourd'hui? Ce qui est très populaire, après, c'est parce que c'est souvent la licence Qui est proposé? En fait, c'est beaucoup les étudiants, par exemple, qui sont en LEA, donc les Mhm. langues étrangères appliquées, anglais, espagnol, et il y a aussi la filière anglais-mandarin, cela part en Chine, qui vont en Espagne, en Hongrie. Là, on a ouvert il n'y a pas longtemps l'Allemagne, donc je pense qu'on en aura beaucoup aussi qui vont y partir, mais pour le moment, on attend un peu pour voir, vu que c'est Mhm. ouvert que depuis juillet. On a beaucoup d'étudiants aussi qui aiment partir en Irlande du Nord, qui est malheureusement maintenant plus dans le programme Erasmus. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc, Donc oui, donc, finalement, il y a énormément d'endroits, on ne pourra pas forcément tous les c'est citer, mais c'est souvent les mêmes qui sont populaires, Espagne et la Hongrie. Oui, et c'est intéressant. Oui, cette Florent. question est liée à un autre domaine, la vision un peu plus prospective et peut-être politique, si je puis dire, en matière de développement des relations internationales. L'université, localement, développe sa stratégie de manière très affirmée depuis un certain temps et nous avons de nombreux partenariats en ligne de mire et les choses sont appelées encore à évoluer, à se développer, les possibilités sont appelées à se démultiplier. Donc voilà, c'était un peu pour compléter de mon point de vue ce qui avait été dit précédemment. Et ce qui est important aussi à compléter, c'est de pouvoir le rappeler, tu l'as dit, Tilda, un petit peu, c'est que ça dépend beaucoup des filières. Si la filière n'est pas disponible dans telle ou telle université d'un pays, bon, ça ne servira à rien d'y aller. Mais en l'occurrence, il y a certaines filières qui sont particulièrement adaptées et encouragées pour une mobilité internationale. On a, par exemple, tu nous as parlé de la LEA, les langues étrangères appliquées, mais il y a aussi l'histoire géo, le commerce international ou encore le tourisme. Ce sont des licences qui sont invitées à pouvoir partir, Florent, et il y en a bien d'autres. De par leur nature, comme je le disais tantôt, certaines formations présentent ces espèces de prédispositions, si je puis dire, mais notre mission, ma mission justement, à mon poste, c'est de rendre le programme attractif à tous les étudiants. Donc nous sommes chargés en effet d'identifier les domaines où il est urgent d'agir, enfin urgent. Le programme suit son développement depuis un certain temps, depuis de nombreuses années. Il avait été mis en place il y a plusieurs années de cela à l'université et c'est un honneur que de pouvoir poursuivre, reprendre le flambeau et continuer à développer ce programme pour rendre ces possibilités accessibles en plus grand nombre à nos étudiants et j'insiste encore une fois au personnel également. Promouvoir les échanges, c'est promouvoir une ouverture d'esprit. Des échanges culturels. Également, et même si le programme Erasmus en tant que tel concerne plutôt la formation, les études, les stages, etc., bien entendu, des possibilités annexes s'offrent à nous. Dans le cas d'un échange de ce type, on rencontre des collègues, on est appelé à monter des projets de recherche. Donc, les cloisons sont très poreuses, finalement. Il y a cette communication interne, finalement, également. On précise, on a parlé de langue étrangère appliquée, on a parlé de commerce international, ça nous semble logique de parler d'échanges avec d'autres pays, d'histoire géo, c'est normal, et de tourisme, mais il faut bien le préciser, Tilda, ce n'est pas limité que à ces licences-là. Non, c'est pas du tout limité aux licences. Toutes les à l'UPF1, je vais dire, c'est ouvert à toutes les licences, je vous avoue, sauf la Accès Santé et le DU Paréo. Pourquoi ? Parce que Accès Santé, il n'y a que la première année à l'UPF. Donc forcément, vu que les premières années ne partent pas, bien sûr, ils partent pas, tout simplement. Après, j'ai oublié de parler aussi des MEF. Des MEF. Donc, tout ce qui le MEF médiation culturelle. Celui-ci aussi, il y a quelques étudiants aussi qui sont intéressés à partir en mobilité. On a eu quelques étudiants qui sont partis en Italie.
Mhm. Euh, On parle clairement de ces voyages, ça peut faire un petit peu peur parce que tout de suite on parle du coût de l'avion, etc., etc. Mais Erasmus est là puisqu'il y a des aides financières. Que Exactement. couvre la bourse Erasmus et qu'est-ce qu'elle ne couvre pas? On parle de 786 euros par mois si je ne m'abuse, c'est ça. 93 755 francs par mois si on fait C'est ça, la la conversion. conversion. Donc, c'est une aide qui est forfaitaire. Donc, où que vous alliez, on est d'accord que si c'est un étudiant qui part en Roumanie, où le niveau de vie est pas très élevé, ça va être très, très confortable. Mhm. Par contre, un étudiant qui part à Rome, Oui, ça va être un peu c'est un différent. peu plus différent. Voilà. Donc, par contre, c'est une aide forfaitaire de 786 euros. Et il y a une aide au transport qui est forfaitaire aussi pour un aller-retour Mhm. de 1735 euros. Donc, à peu près 207 041 francs pacifiques. D'accord. Après, il faut savoir aussi que ça peut évoluer. Là, c'est la subvention actuelle qui est de ce montant-là. Les autres subventions peuvent, de ma connaissance, plutôt aller vers le haut. Mais Tendre vers le mieux voilà. finalement. C'est important de pouvoir le préciser. Pareil ici, puisque la mobilité internationale, ça veut dire qu'Erasmus n'est pas réservé, Florent, que à des étudiants qui sont favorisés ou qui ont un train de vie assez élevé ou des parents qui ont des moyens. Ça peut aussi être accessible à des familles un peu plus modestes. Absolument. Les aides d'ailleurs évoquées sont cumulables. Il y a la bourse, soit territoriale, soit d'État, à laquelle s'ajoute l'aide à la mobilité internationale et la bourse Erasmus. Donc, en théorie, il est possible de cumuler ces trois niveaux, ces trois aides. En théorie, encore une fois, il faut que ça puisse correspondre, voilà, je suppose, à certaines c'est-à-dire conditions. un étudiant qui est déjà boursier peut tout à fait prétendre aux deux autres types aux catégories d'aide. Mais pour revenir un petit peu sur cette idée d'ouverture finalement de personnes, cette idée d'inclusion, personne n'est exclu du programme, bien au contraire. Ça rejoint un petit peu tout ce qui a été évoqué depuis le début de notre discussion, l'importance de mûrir son projet, de déterminer un projet d'études très précis. Tout cela permet en fait également de préparer dès le départ le succès du retour au pays. Il y a des termes que l'on entend employer actuellement. L'employabilité, par exemple, s'en retrouve fortement accrue selon les rapports, les statistiques, etc. Et aussi, pour revenir à l'inclusion également dans la zone européenne, il y a ce système de crédit transférable qui permet ce dialogue absolument fluide entre les universités. Il nous appartient ensuite, et là je reparle en tant que responsable pédagogique, d'établir ou plutôt d'avoir établi en amont ces correspondances pour que la transition se fasse de manière fluide. On a parlé de tout ce qui est conditions, de comment est-ce que ça se passe, etc., de quel pays peuvent accueillir ces étudiants, mais parlons du réel, à savoir les étudiants qui reviennent. Je le disais en début d'émission, que souvent l'insertion professionnelle est plus grande pour ceux qui ont fait un voyage Erasmus. Ce sont des cas que vous rencontrez souvent, Tilda, des gens qui ont un peu plus de facilité, en tout cas dans leur branche, dans leur domaine, grâce à ces voyages Erasmus? Après, j'avoue qu'on n'a pas de statistiques officielles. Bien sûr. Mais nous, quand on rencontre les étudiants, souvent, notamment comme Florent le disait, ceux qui n'ont jamais quitté en fait la Polynésie. Ils reviennent grandis. Ah, ils reviennent grandis, c'est tellement, tellement beau quand ils reviennent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer à quel point on est fiers d'eux aussi, tu vois. Enfin, moi, je suis juste personnel administratif, donc j'ai juste contribué un tout petit peu, mais tu les vois avoir pris confiance en eux. Non, c'est pas que des connaissances en fait. C'est la personne elle-même qui a grandi. Une autonomie, une maturité. Tout, puis même comment dire, le projet aussi qui a mûri, le projet professionnel. Donc ils ont plus aussi d'idées en fait. Peut-être avant de partir, j'exagère. Peut-être la perspective elle est comme ça. Mais une fois qu'ils sont partis, en fait, la perspective, elle est devenue infinie. Un point justement sur ça. Oui, je parlais tantôt d'employabilité, et pour abonder en ce sens, sans entrer dans les détails de rapports statistiques, etc., les rapports officiels présentent, j'en ai consulté un tout récemment, d'un point de vue quantitatif, mais également qualitatif, le bilan est assez unanime. Quel que soit le pays, les étudiants en ressortent grandis. Je parlais tout à l'heure également de l'importance d'établir des correspondances, c'est-à-dire que les étudiants qui partent en mobilité sont
quand même censés acquérir un certain nombre de connaissances, certaines connaissances. Il ne faut pas rentrer avec il ne faut pas que la mobilité entraîne la création de lacunes d'un point de vue de la formation de départ, si je puis dire. Bien Mais sûr. à l'inverse, si on encourage les étudiants à partir, c'est aussi pour découvrir autre chose. Donc il faut toujours trouver un petit peu ce juste milieu entre l'ouverture, mais de manière réfléchie. Et sur notre plateau, nous avons aujourd'hui de personnes qui prêchent entre guillemets la bonne parole d'Erasmus. Mais quoi de mieux qu'une témoin, à savoir Charlotte, qui était une ancienne étudiante Erasmus. Elle nous en parle tout de suite dans vos questions express. Je m'appelle Charlotte Dupont-Fargier, je suis étudiante à l'Université de la Polynésie française en deuxième année de master de management et commerce international. Et j'ai effectué 2 mobilités à l'étranger. La première en Espagne à l'Université d'Almeria, donc avec le programme Erasmus+, et la seconde à l'Université de Victoria à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, avec les relations internationales. J'en avais déjà entendu parler autour de moi. J'ai déjà rencontré pas mal de personnes qui avaient fait des Erasmus, qui m'avaient raconté que ça valait vraiment la peine de le faire. Et ce qui m'a poussée à partir, c'était vraiment l'envie de continuer de voyager parce que j'ai grandi toute ma vie sur un bateau. On est arrivé en Polynésie sur un voilier. Donc j'ai toujours fait l'école à la maison, à distance, avec le CNED. Et j'ai vu que du coup, je pouvais partir à l'université d'Almeria, en Espagne. Et donc voilà, je me suis organisée pendant près d'1 an pour pouvoir mettre ce projet en marche. Et aussi l'attrait que j'ai pour la langue espagnole, ça m'a vraiment poussée à vouloir partir en Espagne pour vraiment m'immerger dans ce pays incroyable et découvrir la culture. L'arrivée était très joyeuse, on a été très très bien accueillis, pour donner un peu de contexte, on était énormément d'étudiants étrangers à venir du coup dans cette université. Donc il y a eu beaucoup de cérémonies d'accueil, des repas, des danses, des chants. C'était vraiment très très joyeux, très chaleureux. Et aussi c'était un peu comme une petite famille en fait. Quand tu pars dans un pays faire Erasmus, c'est un peu comme recréer sa famille. On rencontre des gens qui viennent de plein d'endroits différents du monde, avec des cultures différentes, mais on est tous ici pour profiter, pour étudier, pour découvrir la culture locale. Donc c'est vraiment quelque chose de très chaleureux. Et sinon, bien sûr, la qualité de l'enseignement, c'était vraiment chouette de pouvoir avoir un choix plus large de matières, d'avoir des cours un peu différents. J'ai fait du cinéma, j'ai fait du latin, du grec. Sur le plan personnel, je dirais que c'est extrêmement enrichissant comme expérience. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que les rencontres, c'est vraiment très très important. Moi, j'ai pu lier de véritables amitiés, des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Donc c'est vraiment très précieux. Et sur le plan professionnel, je dirais que partir comme ça à l'étranger, ça permet un peu de se reconnecter à soi-même et du coup et puis aussi de gagner en autonomie. Il faut tout de suite s'adapter face à la nouveauté, au changement. Et je pense que c'est toujours valorisant dans le domaine professionnel d'avoir une bonne capacité d'autonomie et d'adaptation. Merci beaucoup pour ce témoignage, Charlotte. On va terminer avec vos sites internet comme d'habitude pour vous renseigner sur Erasmus. Quoi de mieux que info.erasmusplus.fr? C'est pour qui? Comment partir pour étudier, se former en entreprise, se confronter aux langues étrangères? On en a parlé avec les langues slaves par exemple ou hongroises. Rencontrer, échanger avec d'autres citoyens européens. Quels projets et quelles actualités? Vous saurez tout sur ce site. Et on termine avec upf.pf puisque c'est très important de passer absolument par ce site-là et d'aller pouvoir vous renseigner directement avec les personnels, comme par exemple les personnels qu'on a pu recevoir aujourd'hui, à savoir Florent et Tilda. Vous allez avoir la réalité du terrain puisque les montants
en France, en Europe, ne seront pas forcément les mêmes qu'ici. Les étudiants de l'UPF, notamment ceux inscrits en licence langue étrangère appliquée et en histoire-géographie, ont la possibilité de réaliser des échanges avec des universités du programme Erasmus+. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, vous allez pouvoir prendre contact avec les personnels de l'UPF. N'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Florent pour tous ces détails. Un dernier mot peut-être pour conclure la mission. Eh bien, en tant que formateur, je me réjouis de voir les connaissances accrues de nos étudiants en retour de mobilité. En tant que vice-président délégué des affaires européennes, je ne peux que me réjouir du dynamisme et du succès que remporte ce programme auprès de nos étudiants. Si cela peut inciter d'autres étudiantes, de futures étudiantes et étudiants à s'inscrire à l'université, nous serons ravis de vous accueillir. Pareil pour toi, Tilda, un dernier mot rapidement. Moi, je voulais juste insister que c'est pour toutes les filières, pas seulement pour celles qu'on a citées, et qu'ils sont bien sûr les bienvenus à venir nous rencontrer pour peaufiner leur projet de mobilité, que ce soit en stage ou en études. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas, on vous a donné les sites de référence. Merci encore à vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, 18h, votre VAT Haiti, Maururi Totato Farerira, Drahoma Parhena.